On va pas se mentir, s'ils partent avec un énorme avantage. À publier à la base sur les réseaux, c'était à cause de la gamification. C'est un constat qu'on ne peut pas combattre. On sait que si on a 100 fans hardcore, ça peut partir de là. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'accueille Margot, a.k.a. Agre Rédemption, ça se dit comme ça? Voilà. Connue comme ça sur les réseaux. Pourquoi cette interview? Déjà parce que Margot, on est collègues de réseau depuis 2 ans, même si c'est la première fois on se retrouve sur la même conversation en live, en direct. On a failli se croiser à plusieurs festivals, je pense, mais toujours en emploi du temps, et est-ce qu'on peut se déplacer ou pas, donc ça c'était la problématique. Mais je reçois principalement Margot aujourd'hui parce que elle a développé une activité de coaching, conseil pour les groupes de métal, les groupes de musique de manière générale sur comment est-ce qu'ils peuvent optimiser leurs réseaux sociaux, car on sait qu'aujourd'hui c'est un des facteurs de croissance gratuit sur lequel on peut compter, souvent mal utilisé, souvent mal appréhendé. Parfois il y a de la magie qui se fait avec et parfois malheureusement rien ne se passe parce que on n'a pas forcément les codes. Bon bref, on va voir tout ça dans cette interview. On va vous donner aussi pas mal de valeurs si vous êtes un groupe qui passe par là ou que vous êtes un passionné de la scène ou même quelqu'un qui est passionné des réseaux de manière générale. Il y a toujours quelque chose à prendre de ce genre d'interview vu le nombre que j'en ai bouffé moi-même. Bon, je vais me taire. Margot, est-ce que tu peux te présenter? Ouais. Déjà, merci à toi d'avoir organisé ces retrouvailles, du coup, puisque la première fois qu'on s'était vu, c'était sur la radio Dark Lodge. Et à défaut de s'être croisés en festival, le combat épée ne paye pas pour attendre. Hélas. Et donc, moi, je suis Margot, j'ai créé Tell Me Why, qui est une agence de communication qui aide les groupes de rock et de métal à améliorer leur storytelling pour marquer les esprits d'un côté de l'autre et à développer leur fanbase sur les réseaux. Donc ça, c'est pour la partie travail. Et à côté, je dirais que je suis surtout métalleuse avant tout, principalement pour le power et le sympho. Et donc, pour donner un peu plus de background, m'occuper des groupes, c'est assez récent parce que j'ai lancé l'agence cet été. Avant ça, j'étais community manager, freelance, mais pour plein de secteurs en fait. Et en parallèle de ça, je donnais des cours de marketing dans des grandes écoles du web. Et j'ai longtemps hésité avant de proposer des services qui soient spécialisés pour les groupes. Puis en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin et surtout un manque de services qui soient à la fois abordables et spécialisés et francophones, parce qu'on va avoir pas mal de services, mais qui sont plutôt en anglais, pour aider les musiciens à développer leur communication en ligne. Et à force de rencontrer des musiciens comme ça dans le pit, super talentueux, et d'entendre dire à chaque fois, en fait, les réseaux sociaux, c'est trop compliqué, ou j'y arrive pas, je me suis dit que finalement, il y avait quelque chose à faire et qu'il fallait y remédier, parce que c'est pas normal que des groupes qui ont du talent soient bloqués dans leur ascension, parce qu'on sait que les chiffres, ça va être déterminant pour qu'un label vous signe ou pour qu'un booker vous mette en première partie, par exemple. Donc voilà, je te dirais que ma mission aujourd'hui, c'est de rendre ces codes de communication digestes pour faire vivre ces projets de la scène alternative. Ok, c'est un très joli goal. Tu as dit effectivement qu'il y avait peu de personnes, on va dire en France, qui ont fait ce travail-là. Est-ce que tu as un modèle peut-être aux États-Unis ou qu'est-ce qui t'a inspiré sur cette partie-là? Ou alors c'est sorti vraiment de ton imaginaire en disant c'est moi qui vais prendre ce spot? En fait, j'ai pris le parti pris de me dire, je vais proposer une alternative aux agences qui coûtent 2 000 €, au community management qui n'est pas forcément abordable comme ça de manière mensuelle, et de proposer plutôt des one-shots, c'est-à-dire des ateliers où on va pouvoir développer ses compétences. Donc là, à l'heure actuelle, j'en ai deux. Un qui est plus axé sur ce que j'appelle le world building, c'est-à-dire aider les groupes à développer leur identité, leur direction artistique, pour proposer au final l'expérience tout autour de la musique, parce que c'est l'un des problèmes que vont rencontrer les musiciens. On va dire, on monte sur scène, on joue, mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on propose? Donc c'est vraiment guider toute la réflexion qui va autour, aussi bien l'expérience générale qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux aussi, puisque du coup l'identité va être unique pour le groupe, et pour tout ce qui est du merch, les interactions hors de la scène et tout ça. Donc ça, c'est la partie world building. Et à côté de ça, il y a un atelier qui est plutôt basé sur fanbase et réseau,
où là, l'idée, c'est que en très peu de temps, moi, je leur fais un plan d'attaque sur mesure pour les réseaux sociaux pour qu'ils arrivent justement à comprendre c'est qui leur audience, comment ils peuvent montrer leur identité, pour qu'ils ne soient pas à court d'idées de contenu aussi, parce que c'est des codes et c'est pas forcément inné, qu'ils comprennent aussi comment ça fonctionne, qu'ils puissent en fait devenir indépendants avec leur communication et se débrouiller. Et donc ça, c'est pour ce qui est des ateliers. Et depuis récemment, j'ai aussi proposé du community management. Donc là, je m'occupe de quelques groupes et beaucoup plus ancré avec quelque chose de mensuel et un suivi. Ok, alors quand tu fais le suivi mensuel avec ces groupes-là, tu axes ton évaluation sur c'est quoi pour toi les indicateurs qui montrent que tu avances avec le groupe, que ça marche bien, qu'on va dans le bon sens? Il va y avoir deux piliers. Il va y avoir vraiment les chiffres purs et durs, donc c'est-à-dire le nombre d'abonnés, est-ce que ça monte, le nombre de vues, très, très basique au départ. Et à côté de ça, il va y avoir aussi toutes les compétences qui sont acquises, parce que du coup, je fais du community management avec ces groupes. Mais on va dire, il y a toute une partie script où moi, je vais les guider dans la création du contenu et eux vont m'envoyer le contenu par la suite. Donc, c'est aussi le suivi va être aussi basé sur comment ils se débrouillent en création de contenu, comment on peut améliorer et eux, comment ils se sentent aussi par rapport à tout ça. Donc, c'est vraiment un mix de tout. Alors, comment ça se passe maintenant? Je suis un groupe de musique. On veut se lancer sur Insta. On a fait des reels, on a fait des trucs, puis ça marche pas, on capte pas les vues, on n'a pas réussi à capter les trucs. On vient de voir et on dit, bon, voilà, on a besoin d'aide. Comment ça se passe? Comment tu gères? C'est quoi tes premières étapes à partir d'un contact et d'une volonté de s'améliorer? La première étape, ça va être de déterminer c'est quoi les blocages, pourquoi ça bloque aussi, d'avoir un petit audit, de se dire bon, qu'est-ce qui a été posté jusque-là, qu'est-ce qui a été fait, est-ce qu'il y a eu une recherche par exemple de collaborer avec d'autres créateurs ou avec d'autres groupes, de faire des covers, qu'est-ce qui a été fait en fait. Souvent, ce que je vais remarquer en premier quand je fais ce genre de mini-audit, c'est déjà est-ce que le groupe il a quelque chose de remarquable, aussi bien au niveau de l'identité, ou est-ce qu'on poste uniquement des photos de comment dire, en répétition ou quelque chose en fait. Est-ce que je vais avoir quelque chose qui fait plutôt amateur ou quelque chose de professionnel? Est-ce que l'idée ça suit? Est-ce que on poste de manière régulière? Enfin, ça va vraiment prendre en compte pas mal de choses. Et après, de voir comment on peut améliorer le contenu. Est-ce que c'est le storytelling qui passe pas? Est-ce que souvent c'est dans les accroches que ça va pêcher? Donc ça va prendre pas mal de paramètres en compte. Et une fois que j'ai fait cet audit-là, ça va être de proposer, si je vois que c'est l'identité qui ne suit pas, on va plutôt proposer un atelier world building. Si je vois que c'est vraiment plutôt parce qu'on ne comprend pas les codes de la plateforme, aussi bien au niveau du storytelling que à quoi servent les formats, par exemple, là, on va plutôt partir sur l'autre atelier. Et, et voilà, je pense que je t'ai tout dit. Mhm. Et puis les blocages aussi qui vont plus être de l'ordre des pensées limitantes, par exemple. De se dire comment on approche nous-mêmes les réseaux sociaux. Parce que ce que je te disais, c'est que moi, j'avais rencontré pas mal de musiciens et souvent, on va me dire, en fait, c'est pas fait pour moi, ou alors ça, c'est vraiment pour les jeunes, ou c'est trop compliqué. Et parfois, ça va être seulement de se dire, voilà, l'une des difficultés que je vois le plus, c'est par exemple considérer qu'on a posté un petit peu, ça n'a pas pris, donc ça veut dire forcément qu'on n'est pas doué pour la plateforme, ou alors ça veut dire que notre musique, elle n'est pas bonne. C'est l'un ou l'autre, mais dans les deux cas, ça se corrige très bien. Ok, tu as dit des choses très intéressantes. Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir, enfin deux. Tu parles d'identité du groupe. Est-ce que pour toi aujourd'hui, en 2026, un groupe qui veut performer sur les réseaux, il est obligé d'avoir une identité propre? Oui, alors après, l'identité, ça peut être très basique, ça peut être simplement le nom et le style qu'on va avoir autour. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans la scène alternative, on n'aime pas se mettre dans des cases, mais au final, on fait quand même partie d'une industrie musicale qui doit nous mettre un label dessus. Donc, on est obligé, d'une certaine manière, d'avoir un minimum d'identité. Après, l'expérience globale qui va autour, elle est assez
Si on décide qu'on monte sur scène en t-shirt, ben pourquoi pas, mais ça fait partie de notre identité. Et dans ce cas-là, il faut que ça soit compris entre les différents membres du groupe et il faut que ça soit dit. Ce que j'ai remarqué dans les ateliers de worldbuilding quand je faisais les interviews avec les groupes, c'est que parfois ce genre d'entretien, ça aide parce que justement, c'est la première fois que les musiciens en parlent et en fait se disent, en fait, j'avais pas du tout la même idée et moi, je suis en opposition par rapport à ce que tu dis. Ou au contraire, ah bah oui, on avait la même idée là-dessus. Donc oui, tu es obligé de partir d'un minimum d'identité pour après construire ton expérience globale. Mais je dirais d'une manière générale, tu es obligé d'avoir quelque chose d'assez global, puisque si tu veux partir en tournée, si tu veux faire de la scène, si tu veux vendre du merch, tu es obligé de savoir vers où tu vas. C'est sûr. La deuxième chose que tu as mentionné, c'était d'avoir du contenu pro versus du contenu amateur. Alors moi personnellement j'ai un peu une hot take par rapport à ça, mais je pense que c'est les contenus, c'est comment dire, c'est les groupes qui arrivent à produire un max de contenu amateur, mais quand même bien fait, qui performent bien plus que ceux qui attendent à chaque fois d'avoir un contenu pro par un photographe, d'avoir un clip léché, etc., qui vont galérer le plus, être le plus déficitaire à la fin de l'année. Ouais. Alors je suis totalement d'accord avec toi et je pense qu'on ne s'est pas compris sur les mots. Quand je disais amateur, c'était par exemple d'avoir, je vois ce que tu veux dire, mais pas dans le sens pro où il va nous falloir vraiment des images léchées ou quoi, mais d'avoir plus une approche où on sait parler de notre groupe et pas uniquement se dire on va poster des photos en répète ou des choses qui font pas qui vont pas donner une finition pro. C'est vrai que c'est compliqué à Non, expliquer. mais tu dis un truc très intéressant et c'est là on va peut-être ouvrir un débat entre toi et moi. Tu dis la façon dont le groupe, les membres arrivent à raconter ou vendre le storytelling autour de leur groupe. Euh, moi, je suis plutôt convaincu que ça c'est bien quand tu arrives en interview, quand tu as des trucs un peu gros de prévu, quand tu ouvres une chaîne YouTube et tout. Mais alors pour le contenu court, en Big 2026, moi j'ai vraiment l'impression que faut faire comme si les gens, ils ont même pas 2 secondes de... Faut pas les laisser souffler 2 secondes. Je dirais, ne parlez même pas, envoyez votre musique, envoyez vos plus gros breakdowns, envoyez vos plus gros riffs, prenez une musique, faites-en 12 coupages et mettez-la, parce que ben, déjà ça économise une sorte de le skills d'avoir à se présenter, mais on doit l'obtenir tôt ou tard, hein, c'est du commercial hein, au final, hein, c'est du marketing. Euh, mais tout ça pour revenir, est-ce qu'un groupe, dans sa manière de se raconter, il a forcément besoin de faire des reels où il parle de lui, où il prend la parole devant la caméra? Non, non. En fait, se raconter, ça va prendre. C'est pour ça que le storytelling va prendre plein de formes. Parce que tu vas avoir le storytelling visuel, qui est un Mhm. storytelling en lui-même. Tu vas avoir quelque chose de cinématique ou alors un mood qui va ressortir. Tu vas avoir le storytelling parlé aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Mais des fois, comme tu l'as dit, bah, la musique, elle fait très bien le taf. Tu n'as pas besoin de raconter à chaque fois. Et tu vas avoir le storytelling qui est plus de l'ordre comment tu crées ta connexion avec ton audience. Mais c'est vrai qu'il y a des mots qui vont être un peu valises, mais c'est vrai, tout ce que tu as dit, le fait que aussi, il faut pas, je pense qu'il faut avoir un certain lâcher-prise quand tu te mets sur les réseaux, parce qu'il y a ce côté un peu trop institutionnel des fois, qui, des fois, je trouve, on se pose trop de questions, et l'avantage Ah du oui, nouvel algorithme, oui. c'est aussi le fait que maintenant, tu peux être beaucoup plus authentique. Tu as beaucoup plus le droit à l'erreur, je trouve, que dans les premières années d'Instagram, par exemple. Et c'est pas l'honneur des groupes. Mais je pense qu'il faut avoir une partie où ben, on assume qu'on a un côté très, très mise en scène, par exemple, et de l'autre, par contre, se lâcher totalement sur certains contenus et de ne pas essayer de tout maîtriser tout le temps. Parce que c'est aussi ce qui va créer de la vulnérabilité, de l'authenticité et de créer cette connexion avec ton audience. Et est-ce que t'as peut-être déjà vu le cas qui, moi, m'a beaucoup étonné, c'est que parfois il y a des personnes qui sont musiciens, frontman, bref, euh, ils font le show sur scène, des vrais frontman, ils ont la gestuelle, ils ont l'assurance et tout. Mais impossible de les faire parler devant une caméra ou de leur dire bah non, mais ce que t'as fait sur scène, fais pareil en répète et on filme ça et puis basta. Alors, moi je reprécise bien pour ceux qui tomberaient sur l'interview, etc. Je ne coach pas de groupe.
J'ai réalisé une vidéo, on pourra en reparler après en poursuite de vidéo, sur comment faire sa promo sur les réseaux sociaux quand on part de zéro. De mon expérience, de comment j'ai pu moins avancer sur les réseaux et les conseils que j'ai pu donner au groupe. Et donc c'est ça, j'ai souvent donné des conseils au groupe qui passaient, qui me demandaient une promo. Au passage, les promos vont recommencer parce que voilà, il y en a marre, hein, il y en a plein qui me demandent, donc au bout d'un moment on va répondre à la demande, c'est tout. Voilà, petite page de pub. Euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a beaucoup qui complexifient bien trop la création de contenu. Donc pour revenir à ma question de base, c'était est-ce que tu as, ouais, t'as croisé ces personnes qui ont des personnalités hyper cool, très charmeuses sur scène, mais alors devant une caméra, c'est l'inverse. Ah, mais totalement. Totalement. Et tu vas voir la personne sur scène, après tu vas la voir en backstage. Je me souviens de ce musicien que j'étais allée voir et qui était vraiment très death metal sur scène. Et après en backstage, c'était nounours, mais limite, ah merci. Mais c'est très intéressant ce que tu dis. Et pour revenir là-dessus, euh, c'est vrai, tu vois, je me posais la question, qu'est-ce qui est pour te donner un exemple, je vais avoir des groupes qui viennent me voir des fois et qui vont me dire j'espère que tu vas pas me faire danser dans des réels. Et en fait, je pense que c'est très important aussi de prendre en compte ce que la personne est capable de faire aussi par rapport à la caméra. Il va y avoir des formats qui vont très bien fonctionner avec certaines personnalités et par contre d'autres qui ne sont pas encore prêts pour ça. Et on va passer par des étapes. Moi, je sais que la création de contenu au départ, mais jamais j'aurais parlé devant une caméra. Pareil. D'ailleurs, si tu regardes les débuts de ma page, je ne montrais même pas mon visage. En fait, c'est venu progressivement et je pense vraiment que la création de contenu, c'est aussi un développement personnel dans ce sens de prise de confiance. C'est vraiment un exercice, c'est pas inné de se montrer devant une caméra et en même temps, je pense que c'est important de signaler que c'est pas réservé qu'aux extravertis et aux personnes dont on se dirait non mais elle sait faire ça. Non, c'est un apprentissage, ça s'apprend aussi. Moi, pour te dire, les débuts de ma page, toutes les vidéos que je fais, elles étaient en lip sync pour une bonne raison, c'est que je n'avais pas du tout la confiance de parler devant une caméra. Pareil. Parler devant une caméra, c'est venu après. Pareil. Et pourtant, je suis quelqu'un d'extraverti dans la vie de tous les jours, même avant les réseaux, vu que contrairement à mes collègues sur la plateforme, j'ai quand même, j'avance dans l'âge. Mais on va dire que j'ai eu une vie avant avec de l'assurance déjà pour présenter des réunions, présenter des projets, former des gens, etc. Pour autant, pour moi, c'était impossible. Bah, de toute façon, c'est pareil. Il y a quelqu'un sur scène qui chante devant 300 personnes, devant une caméra. Il va parler, il va se dire, mais qui est-ce que je suis pour parler devant une caméra? C'est un peu l'effet là. Donc, je suis tout à fait d'accord avec l'augmentation de la prise de confiance vis-à-vis d'une caméra. Et ce que t'avais dit, le groupe, je trouve ça très révélateur. Mais c'est là où il faut. Tu vois, si je voulais faire une vidéo très lisse où je rentre pas dans l'art, je dirais oui, mais non, il y a d'autres manières de se promouvoir. On va parler sincère, les personnes qui arrivent à se mettre en scène, à rire de soi avec de l'autodérision, qui arrivent à faire de l'acting, etc., on va pas se mentir, s'ils partent avec un énorme avantage. Si il y a vraiment une différence entre, peu importe le style de métal, hein, j'ai même envie de dire, plus le style est violent, plus l'autodérision est grande, mieux ça marche. Et souvent ça va ensemble d'ailleurs, les groupes de hardcore, les groupes de death, les groupes de deathcore, etc. Généralement ils maîtrisent bien ces codes-là. Mais clairement, ça donne un énorme avantage, donc je vous mentirai pas en disant oui, vous pouvez faire votre promo sans humour. Oui, vous pouvez, mais ça demande bien plus d'ingéniosité qu'un groupe qui va faire de l'humour. J'avais mentionné dans la vidéo, de toute façon je vous mettrai un lien en bio pour ceux qui veulent, on voit le cas avec Paleface Swiss par exemple qui font de l'énorme deathcore beatdown sur scène, ont une image assez violente, des paroles très sombres, et quand on voit leurs reels, ceux qui marchent le mieux c'est ceux où ils font les comptes devant la caméra. Donc je pense que c'est assez révélateur. De toute façon, il y a eu un sondage. Je fais que de la promo pour mes vidéos en fait. Il y a eu un sondage que j'ai un petit peu analysé sur ma chaîne. Je vous mettrai la miniature à l'écran. J'ai posé des questions à ma communauté en leur demandant qu'est-ce qu'ils attendent de mon compte, pourquoi est-ce qu'ils restent abonnés, qu'est-ce qu'ils ressentent devant mes vidéos. Il y avait, je crois, 45 à 50%, c'était découvrir ou redécouvrir de la musique. Donc
bien centré. Et deuxième chose, c'était me divertir, me vider la tête. Et je pense que c'est ça. Je pars dans un pamphlet. Euh, je trouve qu'en France, on a, je sais pas pourquoi, on a vraiment, je trouve, même sur les réseaux courts, quand on n'est pas habitué, on a vraiment cet héritage de la culture YouTube des années 2010-2020, où on pense toujours que la qualité rime avec une bonne caméra, un bon son, une vidéo longue, du temps, comment dire, un bon montage, etc. Ça marche pas comme ça les réseaux sociaux courts. C'est dynamique. Faut pas que les gens perdent du temps. Et faut pas oublier que les gens quand ils ouvrent Insta, TikTok, YouTube Shorts, etc. Ils sont pas là en disant peut-être hein, pour la plupart, hein, mais ils sont pas là en disant oh je cherche un documentaire vraiment riche en informations pour me distraire pendant 2 heures sur la musique que j'aime. Non, généralement ils veulent juste souffler un peu du nez, rigoler et donc consommer du divertissement dont on va pas forcément se rappeler, ça c'est un autre sujet abordé, mais il y a vraiment une grosse dissonance entre ce qu'on pense que les gens consomment et ce qu'on fait nous-mêmes sur les réseaux. Voilà ce que je voulais dire. Donc pour finir l'énorme monologue, c'est vrai que est-ce que toi, dans les groupes que tu as pu voir en conseil, etc., malgré les styles qu'ils peuvent avoir, est-ce que beaucoup sont ouverts à faire de l'humour, à faire des vidéos un petit peu humoristiques, ou c'est vraiment le no-go total? Ça dépend. Mais pour rebondir sur ce que tu as dit et qui est très juste, c'est le fait d'avoir une dissonance entre j'utilise les réseaux pour faire ma promotion, puisqu'on va dire que c'est l'objectif principal quand tu es un groupe, faire en sorte qu'un maximum de personnes entendent ta musique, qui est aussi un problème qu'on retrouve dans les marques qui n'ont rien à voir avec la scène musicale. Mais du coup, il y a ce fossé en fait entre ce que les utilisateurs en font, c'est-à-dire se divertir, et le besoin de promotion derrière. Et j'ai oublié ta question du coup. Je disais, est-ce que dans les groupes que tu conseilles, que tu as pu avoir en coaching, est-ce que le fait de vouloir faire de l'humour, de se mettre un peu en scène, etc., il y a beaucoup de, ils sont très réticents par rapport à ça, ou certains sont, allez hop, on y va, si c'est ça qui marche, comment ça se passe? Alors ça dépend. Quand ils sont vraiment fermés, de toute manière, tu ne pourras pas leur dire essaye, mais il faut passer par des étapes. De dire, ben voilà, si tu n'es pas encore à l'aise avec ça, on peut laisser ça sur le côté, on peut y penser plus tard et y revenir par la suite. Mais dans un premier temps, ça va être avec quoi tu es à l'aise et d'y aller progressivement par étapes. Les groupes que j'ai eus, ils étaient souvent ouverts. Et après, c'est peut-être lié à la scène aussi. Enfin, moi, je fais les groupes que j'ai, c'est surtout du métal moderne et du power metal pour l'instant. Le Mhm. power metal, il va être assez dans l'autodérision, donc ça, il n'y a pas de souci C'est vrai. à ce D'ailleurs, niveau-là. gros big up à la communauté Power Metal, où je dois vraiment parler de vous dans un Reels, parce que je pense que de toutes les communautés, je pense que c'est celle qui est le plus chill, la plus marrante et la plus... celle avec qui, franchement, tu peux écouter n'importe quoi d'autre, tu peux même pas écouter de Power Metal, ils t'accepteront toujours avec une chope de bière et une épée. Donc, mais dans le bon sens... Non, mais c'est vrai, c'est fou dans les communautés vis-à-vis des genres de métal. Moi, je pense que je pourrais faire une tier list maintenant des meilleures communautés et des pires communautés que j'ai pu rencontrer en ligne, quoi. Et le power metal est clairement dans le rang S ou le rang A parce que il y a jamais de, il y a jamais un power métalleux qui est venu me dire euh, t'y connais rien à Powerwolf et Sabaton, vraiment, tu devrais pas parler de ça, que tu connais pas. Ils sont toujours là à te prendre sous le bras, à dire putain, viens, on va chanter ensemble, y a pas de problème. Donc, gros big up à eux au passage. Franchement, changez rien, changez rien. Mais donc, pour revenir au sujet, je pense que oui, effectivement, le power metal a un peu moins de mal à se mettre en scène. Par contre, alors moi j'avais eu le retour là, c'était qu'il y avait certains groupes qui vont être sur des genres plus extrêmes. On parle du deathcore, black, etc. Eux, en fait, étaient chauds pour faire des vidéos, mais ils voulaient pas casser l'image sérieuse et sombre de leur groupe. Quand un groupe te dit ça, toi, tu l'interprètes comment et tu proposes quoi?
Moi, je forcerai jamais un groupe à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Je suis vraiment là pour dire, voilà ce qui pourrait fonctionner. Souvent, quand on me dit je suis fermée à l'humour, je dis bon, bah, faites juste 5% au moins pour essayer. Et je dirais plus dans un premier temps de ne pas essayer d'avoir quelque chose de trop, parce que ça recoupe ce qu'on disait au départ, de ne pas avoir quelque chose de trop léché. Enfin, on va avoir tendance à rechercher la perfection dès le départ, mais en fait, quand tu commences sur les réseaux, tu as tout intérêt à tester un maximum de choses pour voir ce qui fonctionne avec ta communauté, avec ta personnalité aussi, parce qu'encore une fois, ça fait de toi un créateur de contenu, pour voir ce qui fonctionne et pas s'enfermer dans une case. Et c'est vrai que si on se dit juste on va avoir une communication comme les plus gros groupes, donc techniquement on peut étudier comment ils font leur communication, mais on va pas peut-être avoir la même... déjà parce qu'on part pas avec la même réputation aussi. Il y a des groupes, pourquoi ils sont très installés. On va avoir des groupes qui vont partir vraiment de zéro, mais aussi en termes de réputation. Donc, ils ont tout intérêt à créer ce lien avec l'audience et pas d'avoir une communication, on va dire, d'entreprise, d'une certaine manière. Ils ont tout intérêt à créer cette connexion justement pour que ce soit l'audience qui l'élève, puisqu'on sait que ça va faire effet boule de neige. On sait que si on a 100 fans hardcore, ça peut partir de là et eux vont devenir tes meilleurs promoteurs. Ça va être vraiment tes ambassadeurs et c'est eux qui vont faire ta pub. Donc, tu as tout intérêt à créer du lien avec ces personnes-là qui sont très engagées plutôt que d'avoir quelque chose de très froid et au final qui va ressembler à tout le monde. Ouais, tout à fait. Du coup, en termes de... Si on doit vraiment rentrer dans le cœur du sujet, euh, pour toi, c'est un groupe qui doit faire, par exemple, combien de vidéos par semaine, quel type, et est-ce que pour toi, il y a des codes, il y a des secrets à adopter qui font que euh, une vidéo, pas forcément va plus percer, mais elle va beaucoup plus attirer, elle va, enfin, si, plus percer, elle va capter plus de vues, même si c'est musique, même si c'est un risque, qui est juste fait, une vidéo qui est juste fait pour mettre en avant la musique du groupe. L'un des formats où j'ai remarqué que ça fonctionne le mieux pour attirer vraiment des nouvelles personnes qui sont vraiment extérieures à notre cercle, ça va être donc principalement les réels, parce qu'on sait que c'est ce qui va être mis en avant, par exemple, sur Instagram, mais en tout cas, ce qu'on appelle ces formats de visibilité, de reach. Euh, et l'un des formats qui fonctionne bien, ça va être, par exemple, d'associer des références connues pour les auditeurs, pour leur dire, voilà, si vous aimez ça, 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 vous allez nous aimer, nous. Pour créer déjà, pour avoir un biais de familiarité, de se dire, ça, je connais, donc oui, Mhm. ça me parle. Et se dire pourquoi pas tester. Et ça, je trouve, c'est des formats qui sont pas difficiles à créer parce que en soi, vous prenez une vidéo que vous avez tournée en concert, vous mettez, si vous aimez tel groupe, tel univers et tel son, vous allez nous aimer aussi. Ça prend vraiment même pas 5 minutes à faire, vous le balancez. Et par exemple, c'est un test que j'ai fait avec un groupe récemment. On l'a boosté un tout petit peu, je crois qu'on a boosté même pas pour 10 euros, je crois que c'était 12 euros sur 4 jours et on a eu 300 abonnés en plus Waouh, parce que les gens rentable. pouvaient se référer, ouais, rentable, parce que les gens pouvaient se référer à quelque chose de connu. Et en fait, moi, quand j'approche les ateliers fanbase et réseau, c'est ce que j'essaye d'expliquer en priorité au groupe. Surtout, c'est à quoi va servir chaque format. On sait qu'en marketing, on a 3 phases marketing. Tu vas avoir la phase de visibilité, où tu vas attirer énormément de monde, mais pas nécessairement des gens qui vont acheter chez toi. Tout ce qui va concerner le nurturing, donc tout ce qui va être par exemple les interactions, là où tu vas commencer à créer du lien avec ton audience, à montrer un peu plus de vulnérabilité, à parler vraiment de ta musique. Et après, tu vas avoir toute la conversion. Là, tu vas faire de la promotion pure et dure. Acheter notre ticket pour venir nous voir en concert, acheter du merch, venez nous voir, soutenez-nous. Tout l'école to action. Et en fait, c'est de leur expliquer chacune des différentes étapes et leur montrer que pour chacune des étapes, on va avoir plein de formats qui sont disponibles. Parce que l'autre problématique que je vais rencontrer avec les groupes, c'est de dire j'ai pas d'événement, j'ai pas d'actualité, donc j'ai aucun intérêt à communiquer. La plus grosse difficulté pour les groupes, ça va être de dire comment je communique quand j'ai rien à dire, entre guillemets, ou en tout cas quand ils pensent qu'ils n'ont rien à dire. Mais en fait, vous avez plein de choses à dire, et même vous avez tout intérêt à communiquer avant d'avoir quelque Ah chose oui, à oui. dire. C'est comme ça que vous allez créer le momentum. Vous n'allez pas arriver du jour au lendemain en disant voilà, notre musique est sortie, allez l'écouter. Non, non, ça va être toute la préparation, ça va être vraiment la manière dont je dis au groupe d'aborder les réseaux sociaux, c'est de se dire c'est un groupe WhatsApp avec des potes. C'est
déjà de ne pas se prendre la tête, parce que si ça commence à devenir toute une organisation de se dire faut que je poste tant de posts par semaine ou quoi, moi j'ai envie de dire il faut partir sur une base rentable au départ. Donc souvent je dis le minimum c'est de poster 12 fois par mois par exemple pour avoir quelque chose si on veut s'organiser à l'avance, donc ça fait environ 3 posts par semaine. Mais en soi, si vous voulez poster tous les jours, postez tous les jours si vous êtes à l'aise avec ça. Mais à partir du moment où ça devient une plaie, c'est pas intéressant les réseaux sociaux. C'est pour ça il faut vraiment avoir cette notion de ça me plaît, je sais pourquoi je le fais, je sais que j'ai ce lien avec l'audience aussi. Et, euh, et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Mais en soi, on sait qu'on va poster pour attirer des gens qui ne font pas encore partie de notre audience. Et après, vous allez avoir des formats, par exemple les stories, qui eux vont être vraiment pour déjà les personnes qui sont abonnées. Vous allez avoir très peu de chances d'attirer des gens qui ne sont pas abonnés à vous. Avec le format story, mais en tout cas d'avoir justement ce côté, on est là tous les jours, un peu comme avec un groupe de potes, quand vous envoyez un message sur WhatsApp ou juste un réel, un truc qui vous fait rire ou quoi, d'avoir en fait cette approche de se dire ça c'est pour servir notre projet, mais ça reste un plaisir parce que je sais pourquoi je le fais. Totalement. Bah, comment dire, sur ce que tu as dit, c'est super intéressant. Et alors je précise aussi qu'on soit créateur, groupe. Je dirais même encore plus quand on est un groupe, quand on est. Bah, de toute façon, le passage va s'adresser à n'importe qui est créateur, commerçant, indépendant, groupe, etc. Le gros avantage que vous avez par rapport à un créateur de contenu, c'est que vous, celui qui veut votre compte, c'est que le sujet, il est fixe. C'est vous-même ou vos produits. Donc vous n'avez pas de sujet à choisir, d'actualité à suivre, etc. Vous devez juste trouver des manières de publier un maximum de contenu pour être visible pour vous. Parce que votre conversion, ça va être effectivement les tickets de concert, le merch, etc. Donc c'est pas juste des followers. Vous avez tout intérêt à publier tous les jours des Reels et ne pensez jamais oui mais si je suis ce jour ça va saouler mes followers, etc. Alors non, parce que déjà il n'y a pas tous vos followers qui vont voir toutes vos vidéos, malheureusement c'est comme ça. Il n'y a pas tous vos followers qui vont voir toutes vos vidéos d'une part. D'autre part, vous allez toujours toucher de nouvelles personnes avec chaque nouveau Reels, c'est comme ça que ça fonctionne Instagram maintenant. Alors en tant que macro compte entre 100 000 et 1 million là, bref. Moi je pleure depuis le changement d'algorithme parce que mes reels sont moins proposés à ma communauté, donc ils sont moins propulsés parce que les gens ne me connaissent pas. Par contre, pour un petit créateur, quand vous avez beaucoup moins de monde, là, les cartes ont été rebattues, hein. Franchement, j'avais un compte annexe qui s'appelait 10 000 pas. À cause de ce compte-là, d'ailleurs, je me suis fait bannir 3 autres comptes Instagram, donc c'est super. Bref, longue histoire. J'ai réussi à le monter au maximum, je crois, à 400 followers. Il n'y avait pas d'indication, j'avais pas fait de pub, j'avais rien indiqué. J'ai juste mis des reels courts, des reels courts. Il y a quand même des vidéos qui ont fait les 150 000 vues. Je crois une autre qui avait fait 200 000 vues. Donc j'ai joué sur les codes maniche qui étaient gym, fitness et humour absurde. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui c'est possible. Donc quand dans l'autre vidéo, que ça fait 5 fois que je vous la mentionne, je disais publier tous les jours, parce que même si vous faites que 1000 vues par jour, ça vous fait 360 000 vues à la fin de l'année, ce qui est pas rien, surtout pour, je le précise encore une fois, et ça je pense que tu dois le rappeler, s'occuper de vos réseaux, contrairement à ce que vous pensez, ça prend pas... en 15 minutes, vous pouvez vous occuper de vos réseaux tous les jours, hein. Vraiment, c'est pas... Une fois que vous avez compris la recette, et que vous reproduisez la recette, ça va tout seul. Ça va vraiment tout seul. Mais je crois que je me suis perdu dans la réponse. Oui, non, je disais, publiez vraiment tous les jours. Et si vous en avez marre de faire des vidéos, faites des carousels de temps en temps, faites des stories. Mais vraiment, publiez un max, publiez un max. Et je vais aborder un autre sujet parce que là, on parle de simplicité, des réseaux, etc. Et ça me rappelle une anecdote que j'ai trouvée assez drôle. En 2026, déjà fin 2025, il y a plusieurs tendances qui se voient. Instagram est la plateforme avec le moins d'engagement de tous les réseaux sociaux. Le temps d'écran dans toutes les générations a eu tendance à diminuer en 2025. Il y a un peu un ras-le-bol des réseaux sociaux. Il y a un ras-le-bol des réseaux sociaux. Même moi, je le vois sur plein de trucs. Par exemple, je dis pas forcément, mais moi, je suis un grand. J'adore tout ce qui est foodies. J'adore voir les adresses de resto, les gens qui testent, etc. J'ai toujours trouvé ça très cool. Qui testent en avance.
On sait bien que ces personnes-là sont payées pour promouvoir le resto, mais il y a des belles images, on sait ce qui nous attend, ça a l'air cool. Et les commentaires sont là pour nous dire bon bah j'ai testé, c'était pas ouf. Enfin bref, voilà. Et ben maintenant il y a des gens qui parodient les testeurs au restaurant parce que justement en disant que ben voilà ils sont un peu c'est un peu vendu etc. Qui forment un discours parce qu'ils ont été payés. Oui certainement, mais je pense que la plupart, si je dois finir là-dessus, je dirais que la plupart on promouvoit pas quelque chose qu'on n'aime pas. Ou alors faut vraiment pas avoir de dignité, mais si le resto est pas ouf, pour avoir déjà vécu l'expérience avec mon compte Moselle.rare, quand le resto est pas ouf, tu payes l'addition et tu pars, tout simplement. Mais ce que donc je fais une grosse intro, mais il y a un peu un ras-le-bol des réseaux sociaux, un peu un pas un ras-le-bol des créateurs parce qu'on continue toujours autant d'être suivis. Il y a de plus en plus de gros comptes. Hein. Maintenant, les comptes à plus de 100 000, c'est entre guillemets normal. Il y a des classes maintenant, micro-influenceurs, macro-influenceurs, gros influenceurs, enfin bref. Il y a eu un peu un ras-le-bol et il y a un retour global qui se fait. Et YouTube, aux États-Unis, on est une bonne, comment dire, il y a des bons exemples et c'est en train d'arriver en France. C'est le retour de l'authenticité, c'est-à-dire montage minimum, pas trop de cuts, comme cette interview que vous regardez, pas trop de cuts, naturel, on laisse les hésitations dans la phrase, on laisse les moments de battement, on laisse les gens réfléchir. Il y a ce contenu se multiplie. Et moi je suis très content parce que j'adore ce type de contenu. Je suis pas du tout fan des hyperproductions. Euh, et alors du coup moi j'annonce ça sur mes réseaux, donc sur Threads où je fais pas mal de conseils aux gens. Je dis c'est retour d'authenticité. Donc laissez tomber les montages avec des sous-titres dynamiques qui viennent de côté, qui passent derrière, etc. Vous allez plus perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. Faites des choses simples. Et il y avait plein de gens qui me suivaient qui m'ont dit ah putain c'est trop bien, je vais pouvoir reposter des vidéos un peu à l'arrache, etc. Et là je dis non, non, ça veut pas dire ça non plus. C'est pas parce qu'on vous demande de retourner à de l'authenticité et retourner à des choses plus simples pour que les gens puissent se reconnaître, puissent se projeter en se disant tiens moi cette vidéo j'aurais pu le faire, tiens ce groupe là il a l'air sympa et marrant parce qu'ils filment un peu comme nous, ils ont pris leur portable et puis basta. C'est pour autant vous devez quand même euh, respecter des minima de qualité, c'est-à-dire toujours un bon éclairage, un bon son, un titre pour donner du contexte, et si possible une bonne diction, soit pas fait à l'arrache, que la lentille du portable elle soit pas, il n'y ait pas du gras dessus, où on voit flou, etc. Ça c'est des minima. Si vous êtes en train de bouger, bah, trouvez un plan stable, etc. C'est pas parce qu'on vous dit qu'il faut revenir à l'authenticité, à la simplicité, qu'il faut bâcler le travail. De toute façon, si vous bâclez le travail, vous allez voir, vous allez faire aucun reach. Mais je mets au défi les gens d'aller dehors, dans la forêt ou je sais pas quoi, juste dehors, là il n'y a pas trop de monde quoi, de se filmer en selfie avec un message, une valeur forte, de mettre un titre et d'upload, et que la vidéo fasse un flop par rapport à d'habitude. Je suis sûr généralement que ça marche. Parce qu'il y a des facteurs qui ne trompent pas. On a envie d'un retour à la nature, au naturel, à la simplicité. Et ça, c'est très fort. Donc il faut que vous en... S'il y a des groupes qui passent par là, il faut que vous en profitiez. Et je redonnerai l'exemple là. Je sais pas si toi tu connais Margot, c'est le groupe Soft Arcade qui a plus d'1 million de followers. Eux ne font quasiment que des vidéos à l'arrache de leurs répètes et de leur passage en concert. Ils collent un contexte avec un titre et c'est des reels à 500 000 vues, 800 000 vues, etc. J'en avais parlé dans la vidéo du coup. Et d'ailleurs, pour ceux qui viennent de cette vidéo, j'étais étonné parce qu'au départ, ils avaient un nombre de vues de zinzin. Vraiment, ils tapaient genre du 500 000 vues à la première vidéo. Puis ensuite, ça a rebaissé. Et ensuite, ça a de nouveau remonté. Et en fait, j'ai découvert pourquoi. Parce que du coup, leur label injectait de l'argent pour que ce soit massivement diffusé. Donc ça a pu aussi participer au succès. Maintenant, je précise toujours que vous pouvez mettre autant d'argent que vous... si vous avez un cheval mort, vous aurez beau mettre 1000 € dessus, il va pas ressusciter quoi. Donc faut quand même la vidéo soit bonne de base. J'ai fait un speech, je me suis emporté là. Je sais pas si tu voulais revenir à des trucs sur ce que j'ai dit, Margot. Non, très intéressant. Et ce que tu as dit, ouais, je suis d'accord. Ce qui est le ras-le-bol des réseaux,
le ras-le-bol aussi de la course à la perfection, le trop naturel. Mais ça, est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Parce que je parlais avec dans l'interview de Clarisse. Allez hop, je recale encore une vidéo, mais il y en a peu, ok, donc j'en fais mention. Moi, personnellement, j'ai beau être créateur de contenu, j'ai beau adorer les réseaux sociaux et j'ai vraiment des créateurs de contenu qui sont pour moi enfin, qui font partie de ma vie depuis 15 ans. Joueur du grenier, si tu passes par là. Ça fait partie de mon quotidien, ça me fendrait le cœur qu'ils arrêtent et tout. Mais autant d'un autre côté, je suis un fervent avocat de putain, s'il y avait moins de réseaux et moins de dérives, moins de trucs, putain, moins d'internet en 2026, putain, le monde irait mieux quand même. Et j'ai l'impression de ce que tu dis, malheureusement, c'est un constat qu'on ne peut pas combattre. Je pense qu'il y a un ras-le-bol aussi dû au fait que, ben, tu l'as mentionné, le fait que il y a un certain épuisement en fait aussi à la création de contenu. Cette sensation en fait d'être dans une machine infernale, c'est aussi l'un des commentaires que j'ai quand je commence avec les groupes, c'est de dire en plus on est sur des scènes qui sont alternatives, donc qui à la base ne veulent pas rentrer dans le moule. Là on leur dit tu veux faire du chiffre, tu veux faire des vues, il va falloir que tu sois sur les réseaux sociaux. Et l'une des grandes peurs, c'est de se dire, il va falloir que je devienne influenceur pour avoir du succès, en fait. Et le commentaire qui revient souvent, c'est le fait de dire, je vais rentrer dans cette machine infernale. Et c'est vrai que même pour moi qui crée du contenu à la base, même si j'aimais beaucoup ça, il y a forcément un moment où t'en as marre, t'as envie d'une pause. Et combien de fois j'ai vu des commentaires de créateurs qui disaient je vais prendre une semaine de vacances et limite à s'excuser parce qu'on ne sera pas là pendant 7 jours. Cette sensation-là, plus l'arrivée aussi de l'IA, l'impression aussi qu'en étant humain, on ne peut pas lutter contre des robots qui vont aller 10 fois plus vite que nous. Je pense qu'il y a un certain ras-le-bol. Et là où avant on utilisait Internet pour échapper à la vie réelle, maintenant on va utiliser la vie réelle pour échapper à Internet. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression d'être ultra connecté et en fait, quand est-ce qu'on s'en sort, quand est-ce qu'on souffle, on voit que même moi, j'ai une baisse de l'attention. Maintenant, j'ai du mal à regarder des films sans rechecker mon portable ou sans faire autre chose. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a une vraie fatigue, je pense, au niveau du système nerveux, quoi. Je ne peux que me reconnaître dans ce que tu dis. Même moi, je suis passé avant les réseaux, je pense que je devais être à combien? 5-6 heures de temps d'écran. Avec les réseaux, je suis passé à 8h30, 9h30. Alors, c'était énorme. J'arrivais à un stade d'épuisement. Je m'en rendais pas compte. Et suite à pas mal de nouvelles habitudes, là en ce moment, je suis retombé à 4h, 4h30. Et ça fait vraiment du bien. Et pour rebondir à ce que tu disais, et ça va servir au groupe, peut-être à toi aussi, pour un peu se décomplexer, parce que c'est vrai que quand tu dis comme ça, ok, on va devoir créer du contenu, on va rentrer dans cette machine infernale, c'est sûr que si tu visualises la porte d'entrée des réseaux sociaux et la création de contenu comme la grande porte des enfers avec des griffons autour et des dragons, et ça crache du feu, ça crache de la lave, et il y a des squelettes, des têtes de mort, Ça a c'est l'air sympa. c'est métal, mais ça peut potentiellement faire peur. Maintenant, j'ai un bon remède pour ça, pour les débutants ou pour les personnes qui sont un peu plus avancées, c'est de gamifier en fait sa création de contenu et de vraiment voir ça comme bah, le nombre de followers, c'est des niveaux. Chaque jour, en fait, c'est comme si tu balançais une pièce dans une machine. Ça marche, c'est cool. Ça marche pas, tant pis, tu vois. C'est juste ça peut être une bonne manière, surtout pour les groupes, parce que comme j'ai dit, si vous faites du mono-sujet, vous faites votre autopromotion, donc ça va. Notre place à nous est plus compliquée parce que nous, on a vraiment une appréhension de la psychologie de nos propres followers. Et moi, j'ai mis très très longtemps à comprendre que bah, même si je suis créateur de contenu, qu'on s'attend à une certaine originalité de ma part, et ben dans le milieu dans lequel je me suis spécialisé, c'est-à-dire la musique alternative, euh, bah, malgré ça, mon audience aime quand même bien quand je lui sers la même soupe tous les jours avec une petite variante, quoi. Juste on change de les légumes, mais c'est les mêmes couverts, le même truc, la même, assiette creuse et tout. Et au final, c'est logique. Je parle avec mon meilleur ami lorsqu'on fait nos sessions World of Warcraft.
Et il adore mon contenu, il me suit, il dit ça, mais il a déjà dit que par rapport aux autres créateurs de contenu, il va s'abonner à quelqu'un parce qu'il fait un contenu précis. Et s'il commence à faire d'autres trucs à côté, il va avoir tendance à se désabonner un peu plus tard. Ça en dit long, et mon meilleur pote, c'est quelqu'un d'éduqué, etc., qui a pas mal enfin, qui consomme les réseaux sociaux comme moi j'ai pu les consommer avant. Donc faut se dire, ouais, ils aiment le mono-sujet, et ça, du coup, c'est un peu compliqué quand t'es créatif, quand tu veux tester plein de choses, ça, voilà, mais ça te libère un peu d'espace mental. Mais du coup, pour un groupe, pour revenir à ça, gamifier, on va dire, son processus juste en disant chaque jour, je fais ma petite recette, je la balance, on voit comment ça fonctionne, ça marche pas, ah ça marche, bah, on va le répéter, on va le refaire encore une fois pour voir ce que ça donne. Et puis vraiment prendre ça pour un jeu qui peut vous apporter des choses, ça va clairement vous détendre. Ça va clairement vous détendre et de pas juste regarder les statistiques en vous disant. Alors ce qui est sûr, et ça je suis sûr Margot tu l'as déjà vécu, je suis quasiment sûr. Tu, te, tu fais un script, tu tournes ta vidéo, tu la montes, tu mets 3 4 heures dans la vidéo. Vraiment, tu y mets, tu fais un hook, tu fais des trucs et tout. Tu la sors. Elle flop. Tu vas voir le temps d'attention de la vidéo et tu vois qu'à 2 secondes, t'es passé de 100% d'attention à 18. Là, tu prends ton portable et tu dis, oh, le mur, il a l'air tellement... il a l'air tellement fragile que j'ai envie de lancer mon portable dessus. Vous allez vous dire... Le truc, vous allez vous dire, mais putain, mais les gens, ils font attention à rien, vous appréciez plus rien, attention, c'est mort, l'humain, il est foutu, etc. Réaction tout à fait normale et naturelle d'un être humain qui est normalement constitué. Maintenant, la partie qui est un peu plus chiante, c'est de vous dire peut-être que la vidéo, l'intro était pas si exceptionnelle que ça, il y avait des trucs à changer, etc. Et on s'améliore, voilà. Mais cette sensation-là, vous allez la vivre, la revivre, et peu importe le nombre de followers. Moi encore aujourd'hui, hein, il y a plein de vidéos où je me dis, j'ai envie de m'arracher les cheveux. J'ai envie de m'arracher les cheveux. Mais donc du coup, oui, voilà, c'était pour dire en gros que vous avez cette chance-là, les groupes, de faire quasiment du mono-sujet. Et vraiment, vivez ça comme un jeu. Ça a vraiment... Je sais pas si toi, tu conseilles Metricool pour la création de contenu des groupes. Pas nécessairement. Ouais. Pas nécessairement parce que je pars du principe qu'on peut créer du contenu même vraiment juste avec son téléphone. Donc c'est vrai que je ne vais pas proposer énormément d'outils. Bah là, c'est juste pour le Euh, cross-posting. ouais. Juste Mais histoire de se dire s'ils ont un compte TikTok, un compte Insta, un compte Facebook, au moins tous les jours c'est posté sur les 3 réseaux et puis ils voient ouais. comment ça fonctionne. Moi je trouve que là où c'est cool, et c'est là où c'est un peu mini hors sujet, mais pour nous créateurs, j'en ai déjà parlé à d'autres, je dis Metricool, ça peut être une vraie solution pour prendre des vacances, en fait. Mm. Parce que ça va te permettre de décaler tes contenus pendant 1 à 2 semaines, même faire des stories en avance. Les gens y auront pas vu grand-chose, tu n'auras pas juste pas répondu aux commentaires, pas répondu forcément au MP. Mais toi, ça t'aura permis peut-être de prendre 2 semaines off. Chose qui est impossible, hein. Je dis bien, si vous êtes un créateur de contenu qui regarde cette vidéo, sachez que c'est extrêmement compliqué de prendre du temps off des réseaux. Mais ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast. Mais c'est vrai que ce que tu dis, la programmation en avance, ça te délègue d'une certaine manière de devoir te dire tous les jours, faut que j'y pense, quoi. Clairement, bah là, si tu veux, moi je suis reparti dans une logique de poster beaucoup en 2026, plus de contenu court, du contenu découverte de musique à nouveau, ainsi que du contenu plus long qui est plus du docu comme je faisais en septembre-octobre parce que visiblement ça a vraiment beaucoup plu et les gens en redemandent, donc j'ai reparti là-dessus. Bon, c'est un contenu plus long donc ça va me prendre plus de temps pour le monter, etc. Mais comment dire, je suis reparti là-dessus. Là aujourd'hui, si je vais sur mon Metricool, euh, vis-à-vis de tout le contenu que j'ai déjà produit et qui est planifié, si je commençais à me dire, ok, maintenant je vais que poster une vidéo tous les 3 jours, peu importe le format, etc. Là, si je replanifie tout, je suis tranquille jusqu'à fin avril. Donc, alors je dis pas ça en mode flex, t'as vu, je peux être tranquille, etc. Mais c'est pour dire que j'ai la possibilité de le faire si j'ai envie
de prendre du repos. Maintenant, moi, je suis plus reparti dans une logique de faire découvrir de la musique à mes abonnés. Un contenu court, ça me prend pas énormément de temps maintenant pour le produire. Donc, quand je me mets dessus, je peux en produire 10 en moins de 30 minutes. Bah 10, ça fait 10 jours, et puis voilà, on a déjà la semaine qui est faite. Mais j'ai déjà pensé, effectivement, je vais certainement le faire tôt ou tard, à prendre vraiment une semaine off de tout ça, parce que je sais pas, toi, Margot, depuis que t'as entamé les réseaux, est-ce que tu t'es déjà permis un jour off sans réseau, sans connexion, sans travail, sans rien? C'est difficile. C'est C'est difficile. difficile, mais je pense que c'est nécessaire et c'est aussi. On t'en voudra pas, quoi qu'il arrive. Je pense qu'on projette énormément sur nos réseaux en pensant que les gens ont quelque chose à faire, mais en fait, pas vraiment. Donc c'est surtout toi que ça va pénaliser parce que peut-être que tes chiffres ils vont pas suivre, mais en soi, vous faites partie vraiment d'un nombre. Hmm. Il y a plein de choses que tu as dit sur lesquelles je voulais rebondir parce que tu as parlé de gamification, tu as parlé de plein de choses Mhm. et je voulais rebondir là-dessus Vas-y, parce que vas-y. c'est très juste ce que tu as dit, le fait d'aborder tes réseaux avec de la gamification pour te motiver à passer d'un point A à un point B. Et moi, la raison pour laquelle j'ai commencé à publier à la base sur les réseaux, c'était à cause de la gamification. Mhm. En gros, si tu veux, moi, je venais de finir mon cycle d'études. C'était pendant la période du Covid et je venais de finir la rédaction d'un mémoire qui portait sur en quoi les jeux vidéo peuvent révolutionner la manière dont on communique en ligne Mhm. et pourquoi la gamification peut améliorer la manière dont on crée une connexion avec l'audience. Et si tu veux, c'était période Covid, donc une fois fini mon mémoire, une fois fini mes études, et l'angoisse de me dire est-ce que je vais trouver du boulot par la suite, je me suis dit, bah écoute, quitte à faire une recherche de taf, autant prendre ce que j'ai écrit dans mon mémoire et voir si ça fonctionne. Et en fait, c'est comme ça qu'est née la page à la base, où je me suis dit, bah, au moins, ça me fera des chiffres à montrer aux recruteurs. Et au début de la page, vraiment, ma priorité, c'était combien de mécaniques des jeux vidéo, donc pour ceux à qui ça ne paraît pas, la gamification, c'est ce squelette, en fait, qui va permettre, quand vous êtes dans un jeu vidéo, à un joueur de progresser dans le jeu. Et en fait, quand on regarde le jeu vidéo, donc on va passer par des étapes, des compétences, des niveaux, tout ça. Et on a toujours cette courbe de flow qui va osciller entre la motivation, entre le moment où on gagne et on se dit ah super, on passe au niveau suivant, et l'ennui. Et en fait, c'est ces mécaniques de jeu qui vont vous permettre d'osciller et de continuer à jouer. C'est pour ça qu'on peut jouer pendant des heures à un jeu vidéo. Et mon idée, c'était de reprendre toutes ces mécaniques. Donc, comme tu l'as dit, hein, les badges, les niveaux, les leaderboards, les feedbacks, et de les associer à la communication. Et en fait, moi, ce que j'ai fait au début de ma page, c'était de proposer énormément de jeux. Donc forcément, j'ai fait surtout du contenu qui portait sur le Power Metal parce qu'il fallait bien un sujet, Mhm. mais que ce soit les accroches ou les descriptions ou même les jeux que je proposais en story, j'avais un quiz par semaine, j'avais des jeux aussi que je développais pour créer un maximum d'engagement et qui m'a permis de booster la page d'une certaine manière, mais surtout qui m'a permis de créer une connexion que j'ai pas retrouvée avec une autre communication, dans le sens où les personnes que j'ai rencontrées grâce à ces mécaniques, c'est vraiment des relations qui ont duré sur le long terme. Pour te dire, moi, je suis arrivée à 4000 en très peu de temps. Et après ça, j'ai trouvé du boulot. Donc, j'ai arrêté de créer du contenu pour ma propre page, ou en tout cas pour le perso. Cette page, elle est restée, mais plus pour mon perso, puisque j'ai commencé à créer du contenu pour les autres. Mais l'audience est toujours restée très fidèle. Et je te dis ça, mais ça fait environ 4 ans que j'ai arrêté de créer du contenu, mais le lien est toujours resté d'une année à l'autre. Donc oui, gamifier le contenu un maximum parce que ça va aussi casser ce mur de communication traditionnelle où vraiment on fait que consommer du contenu. Là, il y a vraiment une excuse à engager, il y a vraiment une excuse à commenter, il y a vraiment quelque chose qui fait aussi, qui va créer cette motivation en fait. Donc totalement, je te suis totalement dans cette dans cette axe. Et Merci. l'autre, Merci pour la validation du prototype. Mais c'est vrai, au final, enfin, les jeux ont comment dire, cette façon magique d'attirer notre attention, nous faire nous sentir bien. Et en fait, je trouve que les jeux vidéo, quand ils sont bien faits, quand c'est des jeux de studio, etc., même s'ils peuvent être très difficiles, je trouve que c'est une bonne gestion de la dopamine, globalement. Alors que les réseaux sociaux sont plus sur ce qu'on appelle des dark patterns, donc on va dire des mauvais circuits qui vont
comment dire, surcharger votre dopamine, etc. Donc vraiment, prenez beaucoup de distance par rapport à ça. Et un des conseils que je peux vous donner aussi, pareil, si vous êtes un groupe, un créateur, un indépendant, etc., je sais que ça peut être compliqué parfois, mais moi je vous conseille de gérer vos réseaux sociaux sur un PC et non pas sur un portable. Parce que vous allez échapper à toute la mécanique de vous perdre dans les reels parce que vous voulez aller voir quelque chose et vous avez fini par scroller. Il n'y a pas des notifications qui sortent de partout, etc. C'est beaucoup plus zen à faire et ça je conseille à tout le monde. Je l'ai fait depuis août de l'année dernière. C'est ce qui m'a permis de descendre mon temps d'écran, d'être plus serein et de me dire à 17h je n'ai qu'à étendre. Je n'ai qu'à éteindre le PC et les réseaux sont terminés. Bon, il continue un peu sur mon portable, mais j'ai tendance à déconnecter assez rapidement. Donc ça peut vous concerner. Mais après, bon, c'est vrai que j'ai des notifications qui pop un peu de partout. C'est un peu, même moi, ça me crispe. Mais pour un groupe, effectivement, juste, si on arrive bientôt, on arrive aux 1 heure. Si on doit faire un global, évoquer une sorte de routine, tu me diras, Margot, si tu valides ou qu'est-ce que tu veux rajouter. Moi, je dirais, franchement, si vous avez un groupe à gérer et que vous êtes la personne du groupe qui crée les vidéos ou qui gère les réseaux sociaux, je vous dirais simplement le matin, après le petit-déj, évitez de scroller en mangeant. Si vous avez 10-15 minutes, prenez ces 10-15 minutes pour répondre aux commentaires, répondre aux MP des personnes qui sont sur votre page. Voilà, juste ça. N'hésitez pas à vous déconnecter du compte et vous reconnecter plus tard dans la journée, histoire d'être tranquille et de pas être interrompu. Et en fin de journée, d'avoir un stock, soit sur votre Dropbox, votre Drive, etc., de vidéos de votre groupe, que ce soit vos clips, vos, euh, vos vidéos de tournée, vos vidéos de concert, etc. Et de vous dire, vidéos de répète aussi très important, et de vous dire, ok, euh, là je dois faire une vidéo, j'ai 10 minutes devant moi, je sors mon petit CapCut ou mon petit Edit, je mets une vidéo qu'on a, je la mets en format vertical comme il faut, je choisis une accroche, selon ce que j'ai pu voir, ce que je me suis mis en petite note de ce qui marchait bien ou pas, et je publie. Même si c'est mal fait, cette mini routine qui va vous prendre 20 minutes par jour, tous les jours, ça peut vous apporter quelque chose. Après, on peut rentrer dans le détail, on peut dire, bon, bah, quand vous faites une vidéo, mettez bien le titre aux 2 tiers, mettez une police blanche avec un contour noir pour que ça se voit bien, essayez de faire toujours une intro avec un selfie, ou ce qui marche super bien, on n'en a pas abordé durant cette heure-là, mais c'est les reels avec des transitions, où il y a un choc, il y a un truc qui se fait au départ, et puis ensuite, bam, ça passe sur soit un riff, soit un breakdown, soit un cri, ça marche très très bien. Ça va pas vous prendre beaucoup de temps et ça peut vous apporter énormément de résultats sur le long terme. Qu'est-ce qu'on rajoute à ça, Margot, en routine? Je pense que c'est pas mal ce que tu as mentionné, le fait d'avoir une bibliothèque comme ça avec du contenu brut vraiment que tu vas pouvoir remixer à toutes les sauces. L'interaction super importante pour répondre aux commentaires. Je mettrais aussi une routine inspiration. Ça peut être Ah stupide, mais oui, plutôt ouais. de scroller comme ça de manière indéfinie. Moi, ce que je conseille au groupe, c'est d'avoir quand on peut enregistrer les réels, on peut enregistrer et partager avec d'autres personnes. C'est de se créer un folder en fait qui va être partagé avec tous les membres du groupe. Quand on voit quelque chose qu'on aime bien ou qu'on pourrait répliquer à la sauce du groupe, de le mettre dans le folder. Et comme ça, même les jours où on n'est pas inspiré, on retourne et on se dit, bon, ok, ça, je peux le faire, c'est facile. Ouais. Et comme ça, une base Et à je laquelle dirais se référer. même sur les inspi, un avertissement quand même, prenez pas des inspi de zinzin. Ou en tout cas, simplifiez-vous la chose au maximum parce que euh, faire un Reels avec vos vidéos de répète, etc., qui va vous prendre moins de 10 minutes, ça c'est bien. Si vous commencez à vous dire, ah putain, celui-là je le ferais bien, mais alors attends, il faut qu'on soit tout le groupe au même endroit, il faut que ce soit un jour où il fait beau, il nous faut une bonne caméra, tiens, il nous faudra un drapeau de la Bretagne, etc. La friction, je n'arrête pas de le mentionner sur les vidéos de cette page YouTube ou sur Floods, etc. Ça peut vous tuer, donc vraiment, simplifiez-vous au maximum. Donc, je pense que c'est un bon message de fin. On arrive aux 1 heure. Margot, c'était hyper intéressant. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter? Continuer de poster.
Ouais, continuez de poster, vous prenez pas. J'aime pas dire continuez de poster, vous prenez pas la tête parce que dès que t'es investi, dès qu'il y a ta réussite derrière, t'es obligé de te prendre un peu la tête, mais voilà, prenez ça comme un jeu. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Prenez ça comme un jeu qui peut vous rapporter, mais appréciez aussi le trajet, de voir la progression, etc. Appréciez ça parce que ça c'est. Après, vous allez voir. C'est tout ce que je vous souhaite, vous allez voir des milliers de vues, vous allez vous dire ah on a floppé, on a fait que 20 000 vues. Ouais, mais à une époque c'était 20 fois plus que ce que vous faisiez à la base quoi. Donc appréciez ces instants-là. Margot, on te retrouve où sur les réseaux? On me retrouve sur Hag Redemption, du coup, H-A-G et Redemption juste après. Mhm. Et sur Tell Me Why, qui est vraiment la page business T-A-L-E et Me. De toute façon, j'afficherai à l'écran Comment les les Boys, différents réseaux. parce que c'est Metal, les Backstreet Boys. Voilà, super. De toute façon, je vous mettrai les réseaux de Margot dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, de mon côté, vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous êtes intéressé pour le contenu de manière générale, si vous êtes un créateur, parce que c'est... peu importe votre création de contenu, mais vous y trouverez forcément des petites astuces à gauche à droite. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux habituels, bien que je pense que vous me connaissez, certaines personnes vont me connaître de là. Et bien sûr, pour ceux qui veulent gagner du temps et éviter de faire des risques dans le vent, en création de contenu global, il y a mon school, effectivement, vous pouvez le rejoindre. Et là, vous aurez mes cours, mon suivi, et je réponds, et les visios maintenant, de temps en temps, où on peut parler, on peut faire une FAQ. Et pour le moment, les résultats du school sont très bons. Voilà, petite page de pub de fin. Merci Margot de ta disponibilité. Merci Peut-être d'avoir on organisé. refera une version 2 de tout ça dans quelques mois, histoire de voir l'évolution de tout ce qu'on a pu entreprendre. J'espère que vous êtes un groupe, vous avez kiffé. Et puis bah, nous, on vous dit à la prochaine sur les réseaux. Au À revoir. très vite.